Ici, en tous les cas, ça rafraîchit. Donc, bienvenue, bonjour mesdames et messieurs. Alors, pourquoi vous avoir sollicité aujourd'hui pour cette conférence de presse? Peut-être, et je veux le rappeler en préambule, en vous remerciant de votre présence, parce que un des principes fondamentaux de notre République a été bafoué, celui selon lequel, lorsque le peuple décide, notamment à travers ses représentants, c'est-à-dire à travers le Parlement, selon lequel le gouvernement exécute ses décisions. L'exemple est frappant. Le Parlement a voté en février dernier, dans la loi de finances pour 2025, un dispositif de lutte contre la fraude aux arbitrages de dividendes, dite fraude cum-cum. Ce dispositif avait été introduit et adopté au Sénat à l'unanimité. Il poursuit un objectif clair de justice fiscale. S'assurer que les actionnaires étrangers détenteurs d'actions françaises soient bien imposés, comme le prévoit la loi fiscale, lors de la perception de leurs dividendes. Il lutte contre des montages frauduleux d'évitement de l'impôt mis en œuvre par certaines banques, qui perçoivent d'ailleurs au passage une rétribution. Or, que s'est-il passé après cette loi adoptée? Le gouvernement a prévu des textes d'application de la loi qui ouvrent une brèche dans laquelle les banques peuvent s'engouffrer pour continuer à frauder l'impôt. Ces textes d'appréciation, en effet, prévoient plusieurs cas où l'imposition est expressément exclue, alors que rien, absolument rien dans la loi que nous avons votée n'ouvre la loi à la non-application de l'impôt. Le président de la Commission des finances, Claude Raynal, et moi-même avons eu connaissance de ces textes d'application lorsqu'ils étaient en projet. Nous avons clairement fait connaître au ministre de l'Économie et des Finances notre opposition à leur parution. Je vais d'ailleurs vous lire un extrait du premier courrier que nous avons adressé au ministre en date du 31 mars dernier. Je cite : « Le projet transmis crée une faille dans le dispositif qui permettrait aux opérations frauduleuses de perdurer, et ce, malgré l'adoption de nouvelles dispositions législatives insérées par le Sénat. » Il me semble que c'est assez clair. Pourtant, à ce moment-là, nous avons appris que le gouvernement comptait passer outre. Dans un deuxième courrier en date du 17 avril, nous avons rappelé notre opposition et notre rappel au respect du vote souverain du Parlement. Et je vais citer à nouveau ce second courrier. L'intention du législateur est ainsi parfaitement claire. Et ces modalités de mise en œuvre ne sauraient ouvrir des brèches permettant, dans tel ou tel cas, de ne pas appliquer la retenue à la source due en application de la loi fiscale. Je tiens bien sûr ces courriers à la disposition de la presse. Malgré cela, le soir même de l'envoi de ce second courrier, ce texte d'application qui contrevient au vote du Parlement était publié. Pour tout vous dire, je n'ai pas réussi, malgré plusieurs contacts avec le ministre et ses services, à comprendre les raisons pour lesquelles le gouvernement ne respectait pas le vote du Parlement, vote pourtant rappelé par le président Claude Raynal et moi-même. J'ai donc décidé d'aller aujourd'hui chercher l'information à la source, comme le permet notre constitution financière, la loi organique relative aux lois de finances. Elle offre au rapporteur général de la Commission des finances ou au président la possibilité de procéder à des contrôles sur pièce et sur place de la bonne application de la loi fiscale. Et je dois vous dire que le résultat de mon contrôle est absolument effarant. En effet, d'une part, c'est le lobby bancaire lui-même, à travers la Fédération bancaire française, qui a demandé à Bercy de prévoir ces cas de non-application de l'impôt, alors que les banques elles-mêmes profitent de cette fraude. D'autre part, et surtout, j'ai découvert que les administrations fiscales de Bercy avaient conseillé, dans une note au ministre du 20 mars dernier, de ne pas répondre aux demandes d'exclusion de l'application de l'impôt formulées par la Fédération bancaire française.
je cite les éléments récupérés auprès de Bercy. Compte tenu de l'intention du législateur, une exclusion large de ces opérations soulèverait un risque polémique sévère. Je cite encore, la direction de la législation fiscale et la direction générale des finances publiques sont d'avis de ne pas répondre à la Fédération bancaire française sur ce point. Il s'agit tout de même de la direction de la législation fiscale, direction chargée de l'application de la loi fiscale, et d'autre part de la direction générale des finances publiques, celle qui est chargée du recouvrement de l'impôt et de la lutte contre la fraude. Ces deux directions recommandent au ministre de ne pas publier le texte d'application tel quel. Le président et le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, à l'origine de la loi, demandent expressément au ministre de ne pas publier le texte d'application tel quel. Et pourtant, le gouvernement publie le texte d'application tel quel. Enfin, je n'ai reçu aucune explication claire sur le fond des raisons pour lesquelles le texte d'application avait ainsi été rédigé. Tout cela, malgré ou après 5 heures d'échanges à Bercy, finalement très obscurs. Alors pourquoi? Qui, finalement, protège la délinquance en col blanc? Car il s'agit bien de délinquants, même s'ils présentent bien. Des délinquants poursuivis en tant que tels par le parquet national financier, qui a lancé des perquisitions contre plusieurs grandes banques françaises. Je peux citer ceux des Générales, BNP Paribas, Natixis, HSBC. Le Crédit Agricole a lui-même reconnu, après en avoir nié l'existence, sa participation à ces schémas d'évasion fiscale. Gabriel Attal, lorsqu'il était ministre des Comptes publics, avait indiqué le 2 mai 2023 au Sénat que le montant total des redressements par l'administration fiscale et relatif à cette fraude s'élevait à 2,5 milliards d'euros. D'après les informations que j'ai récupérées auprès de Bercy, il y aurait désormais pour plus de 4,5 milliards d'euros de redressements en cours, avec des redressements qui datent du mois dernier et qui attestent que la fraude massive des banques continue. Les travaux de l'université de Mannheim en Allemagne estiment que la perte fiscale pour la France est d'environ 33 milliards d'euros entre 2000 et 2020, c'est-à-dire pas loin de 2 milliards d'euros par an. Et pourtant, la Direction générale du Trésor, qui se présente quand même comme le régulateur du secteur bancaire, dit pour sa part qu'elle n'a jamais produit aucune note sur le sujet de la fraude Cumcum. Et lorsque j'ai rencontré la Fédération bancaire française en novembre dernier, en novembre 2024, pour travailler sur ce sujet, que m'ont-ils dit? Je dirais même que m'ont-ils écrit, puisqu'ils m'ont remis un document. Et à la première page, en haut, en caractère d'imprimerie grand format et gras, je lis « Il n'existe pas de phénomène de fraude en France résultant de pratiques d'arbitrage de dividendes ». Au regard de la réalité de cette délinquance et des montants massifs que je viens de rappeler en jeu, on pourrait presque trouver ça drôle si ce n'était pas en fait à la fois tragique et inacceptable. Je pense d'ailleurs que cette note en dit long sur le fait que certains, souvent les plus puissants et ou les plus riches, se croient au-dessus des lois et refusent de se voir appliquer la loi fiscale elle-même, pourtant universelle et s'appliquant à tout le monde. Or, depuis 2018 et la révélation de ce scandale par la presse, des obstacles incessants se sont dressés face à la volonté du Parlement de mettre fin à cette fraude. En 2018, le Sénat avait adopté une mesure contre les Cumcum, mais cette dernière avait été rapidement vidée de sa substance lors de son passage à l'Assemblée nationale. Et plusieurs sources ont confirmé aujourd'hui que c'était la Fédération bancaire française qui était très directement intervenue dans la nouvelle rédaction du dispositif qui le rendait inopérant. Quand j'ai souhaité l'année dernière rétablir un dispositif de lutte contre la fraude, c'est le gouvernement qui s'y est opposé, et je dois le dire, à regret, à tous les stades de la procédure. Le gouvernement s'est opposé à mon amendement. Il a ensuite lui-même proposé une rédaction qui le vidait de son sens et qui vidait donc le dispositif de son sens. Il a même, par la suite, saisi le Conseil d'État
pendant la procédure budgétaire. Fait, à ma connaissance, inédit. En pensant que cela pourrait lui rendre un avis, celui-ci pourrait rendre un avis défavorable à notre dispositif. Et jusqu'en commission mixte paritaire, il a poussé des rédactions pour revenir sur notre vote unanime. Et à la fin, même après l'adoption de la loi et l'expression du peuple, même contre l'avis de ses administrations fiscales, il choisit de publier des textes d'application qui vont encore à l'encontre de ce vote dont je rappelle qu'il est unanime et permettez-moi de le dire, je l'espère toujours, souverain du Parlement. Les administrations de Bercy m'ont même dit ce matin qu'elles n'avaient jamais reçu de commande du gouvernement de présenter un dispositif légal pour lutter contre la fraude CumCum, malgré, et je dois le dire, malgré toute cette communication gouvernementale pendant des années autour de la fraude, aucune proposition depuis 7 ans maintenant, malgré l'ampleur des montants en jeu. Je trouve ça assez regrettable pour peser mes mots. Force est donc de constater que des forces que je qualifierais d'obscures sont à l'œuvre, en tous les cas celles de l'argent et des puissants. Alors qu'on ne se méprenne pas, hein, moi je ne suis pas du tout contre les banques, ni hostile non plus à ce que des montages financiers complexes permettent de réaliser les opérations concourant à la compétitivité de notre économie. Mais je suis hostile, oui, à la fraude, et je refuse que le Parlement soit ainsi bafoué. La France doit, selon moi, selon nous, suivre le chemin d'autres pays, l'Allemagne, le Danemark, les États-Unis par exemple, qui, eux, ont mis en place des dispositifs de lutte contre cette fraude. Je souhaite donc, et ça ne nous surprend pas, que les institutions de notre République soient respectées, c'est-à-dire tout simplement que la démocratie soit respectée. Je demande ainsi officiellement et solennellement au ministre de l'Économie et des Finances de retirer le texte d'application de la loi qu'il a édicté le 17 avril dernier et qu'il n'en édicte d'ailleurs aucun autre sans l'accord du Parlement. Comme je le lui ai dit, je reste évidemment ouvert à un travail à la fois constructif et transparent sur ce sujet. Si ce texte n'était pas retiré, autant vous le dire, je ne vois pas comment il serait aujourd'hui possible de demander aux Français de participer aux efforts de redressement des comptes publics en 2026. Imaginez, comment d'un côté demander 40 milliards d'euros d'efforts aux citoyens français et laisser de l'autre perdurer la fraude opérée par les banques. Je le dis donc très clairement, en ma qualité de rapporteur général de la Commission des finances, le retrait du texte d'application du gouvernement est pour moi une demande impérative du Sénat pour respecter la volonté et, je le redis, le vote souverain du Parlement. Je vous remercie pour votre attention et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Bonjour, Grégoire Normand à la Tribune. Voilà, je voulais savoir, dans vos échanges de ce matin que vous avez pu avoir avec Bercy, quel est le niveau d'information auquel vous avez pu avoir accès? Est-ce qu'ils vous ont apporté toutes les réponses aux questions que vous vous êtes posées, en tout cas avant d'y aller, et est-ce qu'ils vous ont apporté des informations claires et précises? Merci. Alors, je vais vous faire une réponse enfin, à deux niveaux. Nous avions, Claude Raynal et moi-même, sollicité la transmission d'un certain nombre de documents par les directions concernées par ce sujet à Bercy. Nous avions déjà des éléments. Nous n'en avons pas eu beaucoup plus. Certains doivent nous être envoyés, donc je me suis quand même un peu ému de voir que certains documents ne nous avaient pas été transmis. Je vous avoue, je l'ai dit, ma surprise de voir que le Trésor, qui n'est pas une direction, me semble-t-il, mineure dans notre pays, n'est, en tous les cas officiellement, aucun document de notes, de compte-rendu, de, comment dirais-je, de documents partagés, de réunions, parce qu'il y a évidemment les réunions des directions, mais c'est aussi les directions qui travaillent
avec le gouvernement, parfois au-delà du seul ministère de l'Économie et des Finances. Donc j'avoue, j'ai fait part de ma surprise. Et j'ai senti, comment dirais-je, j'ai un sentiment à la fois de solidarité et d'étonnement. L'étonnement, c'est lorsque certaines directions nous confirment, par exemple, s'agissant du bénéficiaire effectif, c'était le sujet sur lequel on a vraiment progressé, pour les raisons que vous savez, et on nous a dit que c'était évidemment infiniment mieux, qu'il aurait fallu le garder, mais que ça n'empêchait pas de pouvoir faire du contrôle fiscal. C'est-à-dire, je trouve que ça sent la godille, et pour moi, à Bercy, il n'y a pas de godille. Et s'agissant de la fraude, il n'y a pas de godille, je le redis, j'ai cité. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'il n'y a pas de phénomène de fraude aux dividendes en France, ce que dit la Fédération bancaire française, se réfugier donc derrière, semble-t-il, une absence, et être replié dans une espèce de bunker, alors que d'aucuns disent, constatent que des procédures sont en cours, et que même certains organismes bancaires qui disaient que ça n'existait pas, ont aujourd'hui passé un accord pour payer, voilà, pour, comment dirais-je, payer une part de leurs droits. Les bras m'en tombent. Je dis au gouvernement, parce qu'il y a une responsabilité qui est forte, cette position est aujourd'hui intenable, pour les raisons que j'ai dites. Enfin, on va être clair, il y a eu des débats la semaine dernière sur certains impôts sur les super riches, mais là on a des faits établis, et je le redis, en 7 ans, malgré des déclarations des uns et des autres, il n'y a pas eu de texte d'initiative d'origine gouvernementale. Et quand il y a eu des initiatives parlementaires, et que je sache, on n'est pas une assemblée de joyeux révolutionnaires pensant, comment dirais-je, tout balayer d'un revers de main, même là, il y a ce que j'appelle les forces occultes, enfin pas si occultes que ça, qui agissent. Je lance quand même un appel assez solennel aux uns et aux autres qui se sentent à la fois concernés. C'est pas une accusation. Je leur dis, reprenez-vous. Le pays vit des tensions. On va appeler un moment d'effort national collectif, équilibré, essayer d'être le plus juste possible. Vous voyez bien qu'avec ce type de comportement, on met tout l'édifice en l'air. Le pays ne peut plus se le permettre. Oui, Le Monde, et puis je reviens ici. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonjour, Maxime Bodano du Monde. Je voulais vérifier, d'avoir bien compris, vous avez dit que vous avez des éléments qui confirment que la Fédération bancaire était intervenue en 2018 dans le dispositif qui a vidé de sa substance ce qui avait été proposé par le Sénat, c'est bien ça? Vous avez parfaitement compris. Et parmi les interlocuteurs que vous avez pu avoir, quelle était leur réaction et leur position par rapport à cette intervention qui avait été faite par la Fédération bancaire? Il y a deux choses. Objectivement, ils vous disent tous ce qui est vrai, qu'ils n'étaient pas là. Donc, ils connaissent moins, comment dirais-je, ce qui s'est passé, mais personne ne nie que ce qui est logique, qu'il y ait des rendez-vous réguliers avec la Fédération bancaire à Bercy, comme avec d'autres partenaires. Si vous voulez, c'est parfaitement logique. Ce qui, de mon point de vue, paraît, comment dirais-je, peu entendable, et dès 2017, 18, pardon, c'est effectivement cette détermination continue à battre en brèche ce que le Parlement a souhaité mettre en œuvre pour lutter contre cette fraude qui n'est pas une fraude mineure. Et je dirais, il faut aussi être attentif parce qu'elle porte atteinte aux banques dont on connaît l'importance, et la relation entre le banquier et son client est une relation de grande confiance.
Mais la confiance, il ne faut jamais en abuser. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui que des efforts soient faits et que la situation, qu'il soit porté remède à la situation, qu'elle soit apurée. L'idéal serait que très vite, il n'y ait plus de fraude parce que les dispositifs que l'on a proposés, s'il s'avère d'ailleurs que ce dispositif présente des insuffisances ou qu'il puisse faire l'objet d'améliorations, nous n'avons aucun souci. Mais je voudrais aussi finalement poser la question à ceux et celles qui pensent pouvoir s'asseoir sur la volonté du Parlement. Quand vous avez 348 sénateurs et sénatrices qui, par un scrutin public, votent unanimement pour un dispositif, j'ai du mal à penser qu'ils ont tous perdu la raison, même par rapport aux plus puissants qui pourraient se croire au-dessus des lois. Personne ne doit être au-dessus des lois. Voilà, donc l'application de la loi, ni plus ni moins. Oui, pardon. Bonjour, Sébastien Dumoulin pour les Échos. Je voulais savoir, au moment de la loi de finances, des débats de la loi de finances de l'année dernière, est-ce que l'amendement sénatorial qui prévoyait ce dispositif de lutte contre les CumCum avait été chiffré dans son impact budgétaire? Et est-ce que le rescrit qui a été donc publié au BOFIP le 17 avril, donc j'ai compris que vous disiez qu'il avait détricoté le dispositif ou qu'il le sabotait, je ne sais pas comment vous voulez le dire. En tous les cas, il le vide, il en réduit fortement la portée. Quel est l'impact, selon vous, sur les finances publiques pour 2025, le manque à gagner? On peut estimer 1,5 milliard, 2 milliards. C'est toujours difficile. On a compris, j'ai compris ce matin, alors il faut creuser, il faut poser plusieurs fois la question. Vous avez parfois des questions que j'ai posées 10 fois, il y a eu 10 fois de l'évitement. Là, je comprends que, comment dirais-je, il y a un impact. Alors au début, on vous dit que non, c'est difficile. Et puis, comment dirais-je, quand on creuse un petit peu dans le temps et qu'on écoute bien les uns les autres, on voit qu'il y a quand même, je dirais, des montants à récupérer, et qui sont des montants, je pense, d'abord significatifs, mais je pense surtout qu'il faut mettre fin, enfin je le dis avec une forme de solennité, il faut mettre fin à cette espèce de... ces gens qui se croient au-dessus des lois. Finalement, il y a un certain nombre d'organismes bancaires, et de ce qu'on sait aussi, de ce qu'on a compris, il y a en nombre assez peu de personnes qui ont honte à connaître et à traiter. Donc c'est pour ça que je dis de manière provocatrice que c'est de la délinquance en col blanc, parce qu'avec peu de monde, vous faites une grosse fraude. Voilà, donc je pense que, je l'ai dit, il faut, comment dirais-je, tenir le cap, la ligne, et celle de la fermeté, mais aussi de la justice. Une deuxième question. Est-ce que selon l'analyse des services du Sénat, la doctrine donc, administrative publiée au BOFIP est de nature à fragiliser les poursuites en cours? Alors ça a été c'est ce qu'on a beaucoup, ce que j'ai beaucoup entendu ce matin, en disant plus il faut faire attention parce que plus on touche au texte, plus le risque, c'est que là où il y a des contentieux, évidemment, les défenseurs de celles et ceux qui pratiquent la fraude vont exciper d'une intention du législateur. Mais si vous voulez mon avis, à ce moment-là, on ne fait jamais rien. Est-ce que c'est pour ça que depuis 7 ans, rien n'est fait? Je me pose la question. Parce que les déclarations des gouvernements n'ont pas manqué. Et ce qui est quand même frappant, c'est que seule l'initiative parlementaire, au Sénat ou à l'Assemblée, on est arrivé à plus de, comment dirais-je, on a eu plus de réussite au Sénat parce qu'on a conduit, je ne suis pas allé rentrer dans le détail, donc je vais parler que du Sénat, mais on a conduit ces travaux à chaque fois
par la commission des finances du Sénat, et à l'époque où c'était mon prédécesseur Albéric de Montgolfier, Éric Bocquet était coude à coude avec Albéric de Montgolfier, comme Vincent Eblé qui était le président. Il y avait déjà une forte majorité. Mais la forte majorité, quand elle se transforme en unanimité, et que je sache, il y a quand même un certain nombre de parlementaires au Sénat qui font partie de la sensibilité politique d'origine du président de la République. Donc on ne leur a pas fait un lavage de cerveau. Peut-être que ma question n'était pas très claire. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait 4 à 5 milliards de redressements en cours, Oui. dont des assez récents. Est-ce que les entreprises qui sont visées par ces redressements pourraient s'appuyer sur ce document qui a été publié mi-avril pour contester ces redressements? La réponse qui nous a été faite ce matin est non. Donc je vous fais la réponse des services de Bercy. D'accord. Et une dernière chose, est-ce qu'il y a eu une réponse d'Éric Lombard à votre demande de retrait du texte? Pas encore, parce que je lui ai signifié à plusieurs reprises mon désaccord. Il a été interpellé à plusieurs reprises, et pas que par moi, mais je vais lui signifier. Moi, j'avais deux questions. Donc, vous avez parlé d'un discours de sévérité de la part des précédents gouvernements, donc notamment Thomas Cazenave. À l'époque, lorsqu'il était ministre du Budget, avait lancé un comité de lutte contre les fraudes, il me semble, printemps 23. Est-ce que ce sujet a été abordé pendant vos échanges de ce matin? Non. Bah, si vous voulez, c'est le... Comment dirais-je? Moi, j'évite. Je ne veux pas rentrer dans une storytelling politique. Okay. Parce que le fait est que comme il y a eu beaucoup de changements de gouvernement, de ministres en charge, je ne vais pas faire le procès de Pierre ou de Paul. Voilà, donc je suis sur les faits, rien que les faits. La fraude, c'est beaucoup. Et je pense qu'un seul sujet. Le reste, vous ouvrez, à mon avis, inutilement, et ce n'est pas mon envie, la voie des polémiques, il ou elle dit ça, il y a une revanche. À cette heure, ça n'a aucun intérêt. Se concentrer sur le premier objectif, mettre fin à la fraude d'arbitrage aux dividendes. Ce que je veux dire, c'est est-ce que l'administration est coopérante avec vous quand vous leur demandez des documents, en fait Elle les transmet entre ce que nous avons eu, je vous l'ai dit, et ce qui nous manque. Bon, on va voir, il nous manque manifestement certaines choses. Si je vais un peu plus loin, il a fallu attendre longtemps pour qu'à un moment, un de nos interlocuteurs nous explique que une fois, il y avait eu, dans une rencontre avec la Fédération bancaire française, un invité de marque de l'exécutif qui s'était trouvé un peu pris à revers alors qu'il était invité, que ce sujet avait été mis sur la table et il n'était pas au courant. Et deuxièmement, également parfois que ce qui est compréhensible, mais qu'il y a des arbitrages politiques au-delà de Bercy, par exemple à Matignon. Et quand j'ai posé plusieurs fois la question sur ce qui relève de l'exécutif, donc qui est travaillé par les directions, parce que se replier en disant les directions proposent, le ministre ou le gouvernement décide, oui, mais à un moment, il faut savoir qui ou à quel endroit. Bonjour Anne-Laure Barral de Radio France. Moi j'ai plusieurs questions. Du coup, que pensez-vous des arguments de la Fédération bancaire française sur ça remettrait trop en cause le prêt-emprunt de titres, l'arbitrage de dividendes, la fluidification du marché, sa place, sa compétitivité en tant que place financière. L'argument de dire que c'est pas une fraude, puisque ça s'appuyait sur des pratiques et des dispositifs légaux comme les conventions fiscales avec certains États. Sauf à prouver, comme le PNF essaye de le faire, l'intentionnalité, le but droit d'éviter le paiement de la taxe. Est-ce que ces redressements fiscaux, pour vous, sont la preuve suffisante que c'est bien une fraude, et contrairement à ce qu'ils disent? Et puis j'ai une autre question, je vous la pose. Est-ce que vous avez identifié d'autres acteurs que la Fédération bancaire française dans ces échanges avec à la fois les parlementaires, mais peut-être directement avec Bercy, voire avec l'exécutif,
qui n'avaient pas d'intérêt non plus à ce que votre amendement passe, à ce que ce dispositif passe, parce qu'on parle de ce que les banques ont pu gagner, mais il y a des bénéficiaires aussi qui n'ont pas payé aussi lourdement un impôt. Donc, qui sont ces acteurs-là? Est-ce que vous avez identifié aussi d'autres acteurs? Alors, sur la deuxième question, enfin, je vais prendre la première. La première, c'est simple. La réponse sur les arguments de la Fédération bancaire française, je pense que jusqu'à maintenant, la première ligne du document qu'elle m'a remis lorsque je l'ai reçu, il n'y a pas de fraude en France d'arbitrage aux dividendes. Le débat avec la Fédération bancaire française, de mon côté, est clos. Il est clos, par contre, il n'y aura pas de cadeau. Ben, je suis désolé, mais quand on est à ce point du déni et quand on sait qu'il y a des procédures contentieuses, enfin, là aussi, je veux bien que les magistrats soient tous des fous furieux irresponsables. Voilà, je pense juste qu'on peut se dire qu'il y a un vrai sujet. Et je considère que, je le redis, hein, personne n'est au-dessus des lois. Je pense d'ailleurs que ce serait, je le redis, hein, une bonne et sage décision à un moment que enfin, de passer à autre chose sur ce sujet. La deuxième partie de votre question. Est-ce que vous avez identifié d'autres Alors, acteurs dans ces échanges? Pour tout vous dire, je pense qu'il y a un gros point de blocage avec la Fédération bancaire française, et je pense d'ailleurs que si le contentieux, dont j'ai redit, hein, par rapport à 23 aujourd'hui, le ministre Lombard dit c'est 4,5 milliards. Donc vous voyez que, je dirais, la fraude continue hein, pendant qu'il n'y a pas de décision. Donc évidemment, il y a je dirais le jeu des banques qui leur profite aussi, ce qui en termes moraux ne peut pas être comment dirais-je, ne peut pas être soutenu, mais évidemment que derrière, mais je pense que c'est peut-être de moindre ampleur, il faudra aller plus loin. Voilà. Mais il faudrait déjà, comment dirais-je, vider, enfin faire le vide pour après regarder un peu plus loin. Parce qu'il y a le sujet effectivement du pays de résidence fiscale, enfin. Il y a eu un certain nombre de sujets sur je ne connais pas ma contrepartie, enfin, etc. Pour moi, tout ça, ce sont, je le dis, hein, ce que j'appelle des manœuvres de diversion. On vous amène sur un autre sujet qui n'est pas tout à fait celui qui est écrit de cette manière par le Conseil d'État. Et ça permet de gagner du temps. Et pendant ce temps-là, la fraude continue. Voilà. Je pense que, je redis, il faut y mettre fin. Il faut faire preuve de courage, de détermination et de ténacité pour que les bonnes mesures soient prises et rendues et que celles et ceux qui se sont livrés à des pratiques frauduleuses et donc condamnables paient le prix de la fraude. Ben voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci.